Alors, donc on va finir sur une note légère, qui n'est pas de la sécurité à proprement parler, mais en fait, il y a une thématique adjacente en fait, à la sécurité dans la chronométrie. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Guillaume Rayot, je suis doctorant au CERU avec Éric Monin, et donc au sein du laboratoire C3S. Donc, c'est dans la sociologie du sport. Et puis, je prépare une thèse donc, sur l'histoire de la chronométrie dans l'olympisme et dans la compétition. Et je vais vous expliquer brièvement ce matin en quoi cette discipline indispensable et qui est garant de l'objectivité et de l'impartialité dans les compétitions peut être voilà, un élément de sécurisation des épreuves à condition qu'un certain nombre d'éléments soient réunis. Alors, comme on va parler beaucoup d'innovation technique, on va faire un peu d'historiographie et puis la problématique elle est globalement chronologique en fait. On part du XVIIe siècle pour arriver à nos jours. Alors, petit sommaire, donc en fait, la sécurisation du chronométrage, elle passe par un certain nombre de choses. Et la première, évidemment, c'est la précision. Parce que si vous n'avez pas de précision dans votre chronométrage, l'impartialité des mesures, on ne peut même pas compter dessus. Ensuite, cette précision, elle devrait être vérifiée par un institut officiel. C'est ce que nous verrons dans le point 2. Et ce qui nous conduira dans le point 3, c'est l'officialité chronométrique. Et le cas qui nous intéresse, c'est le cas Oméga. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette marque d'horlogerie, qui a un statut un peu particulier, puisque c'est le chronométreur officiel des JO, et ce depuis 1932. Il y a un contrat qui va jusqu'à 2032, qui sera sans doute renouvelé, et là, il y a une question d'officialité. Et une des autres manières de sécuriser la chronométrie, c'est dans les systèmes, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire que les machines se sont globalement adaptées aux disciplines sportives, donc ce que nous verrons dans le point 4, et enfin nous aborderons en conclusion, en guise d'ouverture un petit peu sur le sujet, le temps informatique, le GPS, tout ce qui est les timers, le chronométrage par puce, etc. Là, on pourra aborder la question vraiment de sécurité des données dans un monde, voilà, est-ce qu'il est vraiment très sécurisé? Est-ce qu'il n'y a pas une atteinte aux libertés fondamentales, finalement? En gagnant de la précision, on a peut-être perdu de l'humain, etc. Donc, on verra ça dans la conclusion. Alors, tout débute en fait au XVIIe siècle, quand la chronométrie a été créée dans un but unique. C'est celui de régler le problème des longitudes. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et ça, c'est la chronométrie qui va nous permettre de résoudre ce problème, hein. Les naufrages étaient fréquents, comme celui-là qui est très connu à Vanico en 1788. C'est le naufrage de la boussole et de l'astrolabe. Et peut-être que si Monsieur de la Pérouse avait eu un bon chronomètre, on aurait pu éviter ça. Et la chronométrie, elle a été inventée dans ce seul but-là. Et en fait, ça a été un enjeu en fait mondial, puisque le gouvernement et le Parlement britannique a offert une somme de 20 000 livres à celui qui pourrait résoudre ce problème. Et un certain nombre de scientifiques de l'époque ont planché sur la façon de faire pour rendre l'horlogerie plus précise, et notamment Huygens, qui avait une chaire à Versailles et qui est quasiment l'inventeur du spiral dans la montre et du régulateur à pendule pour l'horloge. Et donc la précision, en fait, c'est la première solution à la sécurité, parce que là, on a vraiment une question de sécurité. C'est celui des naufrages en mer. Alors, celui qui a pu percer le mystère de la précision, c'est Harrison, c'est un horloger autodidacte qui a réussi à mettre en œuvre en fait les recherches théoriques de Huygens
Il a créé cet énorme chronomètre en fait, qui est aujourd'hui conservé au musée de Greenwich à Londres. C'est le premier chronomètre au monde, en fait. C'est une pendule bon, qui est inexploitable dans un navire, parce qu'il y a les mouvements de caisse, etc. Mais on considère que c'est la première machine en fait, précise au monde. Ensuite, il a perfectionné en fait, son modèle, qui sont des modèles portatifs cette fois, donc c'est H4 et H5. Et H5, c'est la montre qui est l'ancêtre de tous les chronomètres modernes, et qui a en fait remporté le concours de manière presque posthume, parce que Ariston était à la fin de sa vie et on ne lui a pas versé la somme tout de suite, malheureusement, mais on peut considérer que cette pièce, c'est le premier chronomètre moderne, et quand vous voyez l'âge de la montre, c'est quand même impressionnant de modernité. Alors tout ça nous emmène en fait à la certification du chronomètre, parce que effectivement, pour avoir une officialité et une certification de la précision, il faut que ça soit fait par un établissement reconnu. Ces établissements reconnus, on a la chance à Besançon d'en avoir un, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 au monde. Parce qu'il y a les observatoires astronomiques et les observatoires chronométriques. Bon, nous, on a les deux. Donc il y a celui de Genève, il y a celui de Neuchâtel, il y a celui de Glashütte en Allemagne, et le nôtre, donc l'Observatoire chronométrique de Besançon, qui, lui, a créé en son sein une certification de chronométrage en 1897, et qui est toujours en fonctionnement, et qui est directement en concurrence en fait, avec le certificat COSC, qui est utilisé à Neuchâtel et à Genève. Ce poinçon, c'est le poinçon tête de vipère. Alors, il y a certains grands horlogers suisses, notamment, je pense à Kari Voutilainen, qui est d'origine finlandaise mais qui travaille en Suisse, qui utilisent le poinçon de la vipère plutôt que le poinçon de Genève. En fait, les observatoires ont été chargés de certifier le temps légal. C'est une invention, le temps légal, en fait, c'est le temps des villes. Le temps des villes, ce sont des régulateurs. En fait, vous avez un régulateur à gauche, c'est un régulateur mécanique, et vous avez des régulateurs à droite qui sont des régulateurs électriques. Alors, ce sont des objets, en fait, qui permettent d'avoir un temps exact, notamment parce que à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, on va rentrer dans le siècle des mobilités, c'est-à-dire la création de moyens de transport nouveaux qui correspondent à la révolution industrielle. Et il va falloir, pour des raisons de sécurité également, qu'on sache exactement l'heure qu'il est, pour des raisons de transport, mais aussi de sécurité. Et c'est en même temps l'établissement des grandes manufactures, notamment suisses, qui vont permettre de développer de l'horlogerie de grand volume. Et c'est la naissance des marques, en fait, au milieu et à la fin du XIXe siècle en Suisse, des grandes marques que l'on connaît tous aujourd'hui, comme Patek Philippe, Omega, Longines ou Rolex. Et en fait, tout ça correspond à la naissance donc, de nouveaux moyens qui vont aussi être destinés à faire de la compétition. Donc on a bien sûr l'automobile, et on va avoir l'aviation, évidemment, chose très importante, puisque là, il y a encore une question de sécurité, et on devra être capable de fabriquer des outils pour attester de la précision de ces nouveaux véhicules. Donc l'établissement de grandes manufactures en Suisse va permettre aussi de créer des innovations en matière de chronométrage. D'ailleurs, ne pas confondre, alors c'est pareil, il faut faire une distinction entre le chronomètre et le chronographe, puisque le chronomètre, c'est une certification de précision, et le chronographe, c'est une fonction, bien que tous les chronographes soient chronomètres. Vous avez donc la pub des montres Nonin, c'est dommage qu'Eric ne soit pas là, non, on aurait pu lui faire la blague. Et puis va intervenir alors à la fin du XIXe siècle, une chose très importante pour la chronométrie, en l'occurrence qui nous intéresse, c'est la chronométrie sportive, c'est le renouveau des Jeux Olympiques voulus par Pierre
de Coubertin en 1896. Alors, à l'époque, ce n'est pas encore institutionnalisé, c'est-à-dire que, évidemment, on va chronométrer les athlètes, ce qui ne se faisait pas à l'époque des jeux antiques, hein, puisqu'on n'avait pas la technique pour le faire. Là, on va chronométrer à l'aide en fait, de chronomètres classiques, sachant que chaque en fait, chronométreur va amener son propre matériel. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose d'officialisé par les manufactures ou par un établissement, sauf que les machines sont quand même reconnues puisqu'elles sont passées en certification, notamment à Genève ou à Neuchâtel. Tout ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez, par exemple, sur ce modèle qu'il y a un certain nombre de fonctions qui s'ajoutent au chronomètre et au chronographe de base. Là, par exemple, c'est le départ du 100 mètres, hein, au premier JO de 1896. Donc le type de chronographes qui sont utilisés, c'est par exemple le GGR Grande Complication. Et puis, donc là, on va intervenir un moment important dans l'histoire du monde, c'est la Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale, il y a un outil nouveau, c'est l'aviation. Hein, les premiers biplans vont être utilisés. Et les chronomètres d'aviation, en fait, vont à nouveau rajouter un petit peu de précision. Et je vous dis ça, c'est important pour la suite, parce que c'est à partir de ce moment-là que vont apparaître, donc, notamment Omega, qui va être la seule marque à pouvoir apporter un nombre important de pièces pour les Jeux Olympiques. Et c'est comme ça qu'ils vont être choisis, en fait, à partir de 1932, c'est-à-dire dans l'entre-deux-guerres, par le comité olympique. Donc ça, c'est vraiment un cas unique. Moi, c'est sur celui-là que je travaille surtout. C'est une marque qui a une puissance de feu, si j'ose dire, plus importante que les autres, et qui va garder toujours une avance substantielle, en fait, par rapport à ses concurrents. Notamment à Los Angeles, hein, en 1932, donc première édition des JO où ils vont intervenir en tant que chronométreurs officiels, puisqu'ils amènent 30 chronomètres certifiés par l'Observatoire de Genève et qui sont soumis en fait au comité olympique et qui passent avec succès les tests. Aujourd'hui, pour l'édition de Tokyo, je crois qu'ils ont amené 500 tonnes de matériel, hein, pour vous faire en fait, la comparaison avec 1932. Donc c'est dans une comparaison, voilà, une échelle de grandeur qui n'est plus la même. Hein. Alors, dans la précision, il y a toujours une incertitude, par contre, c'est que le chronométrage, il est fait manuellement, et là, il subsiste quand même, en fait, on pourrait opposer au chronométrage manuel une certaine partialité, parce que, en fait, c'est au bon réflexe, en fait, du chronométreur. Voilà. Donc, ça va être un nouveau point intéressant pour sécuriser un petit peu le chronométrage. Ça va être déjà de passer du mécanique à l'électrique et de passer du manuel à l'automatique. On a déjà les prémices, par exemple, sur des machines avec le pistolet starter. Vous voyez qu'il est directement relié au chronomètre, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on commence à aller vers de l'automatisme. L'automatisme, en fait, il est pas récent, il est né à la fin du 19e siècle, notamment grâce à la chronophotographie. Alors qu'est-ce que c'est? Là, vous avez un exemple de Edward Muybridge. En fait, c'est quelqu'un qui s'est... alors c'est plutôt artistique, mais en fait, la base est la même. C'est un peu la base du photo-finish, quelque part. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs photographies pour montrer... Là, c'est pour montrer le mouvement d'un cheval, mais ça va nous permettre, dans le futur, dans un futur proche, de contrôler en fait le passage de la ligne d'arrivée, tout simplement. Et ça n'existe pas avant, et ça va être une avancée considérable, qui est d'ailleurs toujours utilisée aujourd'hui. Alors Omega, évidemment, va utiliser ce procédé, va l'inventer en 1948, hein, c'est l'œil magique. Donc là, ça marche sur des
évidemment sur des négatifs. Aujourd'hui, c'est numérique, mais ça, c'est l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est toujours utilisé. Donc, c'est relié à des machines qui sont maintenant avec un oscillateur à quartz. On n'est plus dans le mécanique, hein, mais on est encore dans les années 50. Donc, ce sont quand même des choses très, très complexes. Et vous voyez qu'au départ, on a utilisé des chronomètres que vous pouviez quasiment acheter dans le commerce, alors que maintenant, on est vraiment dans des choses professionnelles qui sont fabriquées et conçues vraiment pour les épreuves sportives, et notamment pour les JO, hein, que pour les JO. Donc ça, c'est pas disponible dans le commerce ou pour le grand public. Ce sont des choses vraiment professionnelles et qui vont se spécifier en fait par discipline. Alors, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est les JO de Tokyo, les Jeux d'été de Tokyo 64, où en fait Omega s'est fait détrôner par Seiko, qui est en fait son homologue japonais. Et moi j'ai lu que en fait, c'était une coïncidence que Seiko, qui soit japonais, soit en fait choisi pour les JO du Japon. En fait, c'est tout simplement parce que Seiko a passé des tests où ils ont été plus précis de 0,1 seconde par rapport aux montres Omega. Alors ça va permettre de relancer un petit peu la concurrence, parce que jusqu'à présent, Omega s'est senti en position de monopole. Et en fait, il y a un certain nombre d'innovations qui vont être générées par cette édition des JO. Alors, il va y avoir encore des chronomètres classiques mécaniques, et en même temps, vous allez avoir donc des nouvelles choses, notamment dans le domaine de la détection et des cellules, comme le photo finish chez ICO, qui est beaucoup plus perfectionné que la version Omega. Donc ce genre de choses, en 64, ça existe déjà, et il y a quelque chose qui est très intéressant et qui existe encore aujourd'hui, c'est le passage de l'affichage donc par aiguille sur un cadran circulaire à un affichage alphanumérique sur des afficheurs qui sont pour l'instant des petites ampoules, ce ne sont pas encore des LED, mais en fait, à partir donc, du milieu des années 60, on commence à les utiliser grâce aux Japonais et grâce à des modules électroniques. Omega reprend la main en fait à Innsbruck pour les Jeux d'hiver de la même année et se spécifie encore davantage dans des machines donc, par discipline, notamment pour le ski, avec l'Omegascope. Donc, ce sont des machines qui marchent à batterie. Donc, on peut se poser aussi la question de la sécurité en cas de panne sur ce genre de machine. Parce qu'il y a des éléments de transmission, il y a des antennes déjà, on ne sait pas du HF, hein, mais il y a déjà des choses très, très compliquées. Et puis, c'est une légitime question de se poser la question de la précision de ce genre de choses en cas de panne, comment ça se passe. Et puis, alors, là, c'est l'automatisation vraiment qui intervient. C'est important, c'est en 68, c'est pour les Jeux d'été à Mexico. Omega invente en fait le chronomètre qui est déclenché directement par l'athlète dans un but vraiment d'objectivité, c'est-à-dire que ce n'est plus le chronométreur, mais c'est l'athlète lui-même, alors avec le touchpad, c'est-à-dire que les plaques que vous voyez marquées Omega, en fait ça c'est le déclencheur du chrono. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 8 là, sur la console, en fait, ce sont les couloirs de nage. Et en fait, on peut contrôler directement dans les pupitres. Et donc là, c'est une nouveauté, c'est l'athlète lui-même qui est le chronométreur, en fait. Le photosprint, c'est une nouvelle étape dans en fait, le contrôle de la mesure. C'est-à-dire que maintenant, on ne se contente plus en fait, de regarder ce qui se passe, on enregistre, notamment avec soit une bande, soit un ticket, parce que les consoles ont intégré une imprimante à l'intérieur, ce qui nous permet en fait, regarder les résultats physiquement. Et il y a un enregistrement sur pellicule en même temps.
Donc là, on va dans les choses de plus en plus précises. Pour parler un petit peu en dehors des disciplines des JO, parce que du coup, c'est un club très fermé, hein, la chronométrie sportive, c'est encore plus fermé que l'horlogerie elle-même, puisque vous n'avez pas beaucoup d'intervenants, il n'y a pas beaucoup de sociétés même à l'intérieur des grandes maisons qui font du chronométrage. Par exemple, Rolex n'en fait pas. Quand vous voyez aux 24 heures du Mans ou à Roland-Garros marqué Rolex, Rolex fait de la sous-traitance en fait. Hein. Les sociétés qui font vraiment du chronométrage, il y en a très très peu. Comme Omega, en fait, enfin le Swatch Group, puisque Omega appartient au Swatch Group, qui lui-même appartient à une division qui s'appelle Swiss Timing. Alors je vous explique, Swiss Timing, c'est une société qui appartient au Swatch Group, qui a été créée en 1972 et qui regroupe Longines, Tissot et Omega. Mais en fait, c'est la même société. Pour les JO, on vous met la bannière Omega. Pour tout ce qui est aviation, on vous met Longines. Pour ce qui est ski, on vous met Tissot. Mais en fait, c'est Swiss Timing qui fait le chronométrage. Le problème, c'est que les JO prennent une telle place, Omega a une grosse partie du gâteau, enfin le Swatch Group a une grosse partie du gâteau. Heuer, qui est son concurrent, en fait, a les autres disciplines que les disciplines olympiques, notamment la Formule 1. La Formule 1, en fait, là, on a des notions de vitesse qui sont donc plus importantes que sur le ski ou sur la natation. Donc, il y a des autres systèmes de détection qui sont très intéressants aussi. Et ça, à partir des années 60-70, Heuer, qui deviendra plus tard Tag Heuer, travaille beaucoup. Ils sont encore dedans aujourd'hui. Et je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est intéressant et important. Alors, ensuite, on a une innovation qui me semblait intéressante aussi, c'est d'une certaine façon le contrôle du public. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez nouveau, on va faire participer le public dans la publication des résultats en direct, notamment avec Omega Matrix, c'est un écran géant en fait, hein, où les spectateurs peuvent suivre en direct les résultats des athlètes. Et ça, c'est en même temps qu'il y a un enregistrement vidéo. Et ça, c'est une première, donc c'est 76. Nouveauté également dans la précision, c'est les machines qui sont capables de gérer automatiquement le classement. Par exemple, des skieurs, comme le Game-O-Matic en 80. Ça, ce sont des machines qui marchent toujours avec un oscillateur à quartz, mais un peu après, on va avoir ce qu'on appelle des pendules atomiques, reliés à des pendules atomiques. Donc, c'est plus un oscillateur à quartz, c'est un oscillateur avec des atomes de césium, où là, on a une précision sans commune mesure, en fait. Hein. Dans la détection, on va encore un petit peu plus loin, puisqu'on a en fait des appareils qui vont être capables de calculer des faux départs, donc comme le Fall Start Starter, qui est toujours utilisé aujourd'hui. En fait, c'est les starting blocks, avec des détecteurs de pression. Et en fait, au départ du starter, si on sent que le poids est déjà parti, on sait qu'il y a un faux départ. Donc ça, c'est pareil, c'est déclenché par l'athlète, donc en fait, ça peut quasiment pas être remis en cause. Donc ça, c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, c'est utilisé, c'est perfectionné, il y a des modules électroniques, etc. Mais les versions d'origine sont quand même en quasiment 40 ans, hein, parce que la première est de 84. Alors comment sécuriser aussi le chronométrage? C'est aussi en adaptant des parcours par discipline, en posant des balises tout autour en fait, du périmètre d'action. Alors là, je vous ai mis deux exemples qui sont complètement différents. Vous avez à gauche un couloir de nage, en fait, où des modules de chronométrage sont positionnés part et d'autre en fait, du bassin et qui sont reliés en fait, au pupitre et en fait, aux chronomètres eux-mêmes. Et puis vous avez par exemple à droite, en fait, sur des courses de navigation, où en fait, on a posé en mer en fait, des balises pour permettre, en fait, de connaître le parcours des navires, et puis deux, sécuriser en fait, leur passage.
la grande innovation en fait, va intervenir à partir des années 90 dans le domaine enfin, notamment des JO, parce que les JO sont très très moteurs, et Omega étant le chronométreur officiel, ça leur permet en fait d'innover beaucoup plus que les autres marques en fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une énorme machinerie. Le CIO et Omega, c'est en fait vraiment des partenaires depuis 80 ans. Ils ont des moyens considérables et en fait, ils sont toujours dans l'innovation. Alors, l'innovation des années 90-2010, en fait, ça va être d'utiliser l'informatique d'une part et puis Internet qui arrive environ au milieu des années 90 et qui va permettre de faire de la télémétrie. Donc là, vous avez le bureau des chronométreurs dans un stade. Vous avez la version des années 90 en fait, du photo finish qui est en bas, qui est relié directement maintenant avec un ordinateur. Et vous avez à droite le nouveau pistolet qui n'est plus un pistolet en fait avec une méthode de cartouche en fait, puisque maintenant c'est interdit. On utilise des techniques de LED. Et ce pistolet, c'est le nouveau pistolet à LED qui a été inauguré à Vancouver en 2010. Pour continuer dans le sens de l'informatique, les panneaux à LED et le GPS en fait sont des nouvelles innovations qui vont venir encore améliorer en fait la précision et le contrôle surtout des épreuves. Donc là, vous avez un exemple d'une société française qui s'appelle Baudet, c'est eux aussi qui s'occupent de... Là, on revient un petit peu aux fondamentaux de l'horaire officiel des trains, SNCF. Et ils s'occupent aussi de panneaux d'affichage sportif. Pour la Formule 1, là vous avez Rolex, mais donc je vous le disais tout à l'heure, c'est un sous-traitant qui s'occupe de ça. On a des détections sur les circuits qui permettent de savoir exactement où sont les voitures, les temps autour par pilote, etc. Donc ça c'est pareil, on a les replays, on peut avoir les secteurs, ça c'est couplé avec la vidéo évidemment, donc il y a vraiment la chronométrie et la vidéo sont couplées pour avoir un meilleur contrôle, donc ça c'est des choses nouvelles. Ce sont des choses qui sont très professionnelles, qui ne sont pas accessibles au départ, mais qui vont le devenir, notamment pour les clubs et pour les amateurs. Et en fait, les marques, même Omega, mais surtout Tag, en fait, vont concevoir et vendre dans le commerce des versions miniatures pour les épreuves locales, par exemple, des systèmes qu'ils ont inaugurés au JO ou dans les grandes épreuves sportives internationales. Par exemple, vous pourrez vous procurer dans le commerce, il y a une société qui s'appelle M-Training, qui est à École Valentin, qui vend ce genre de choses. Ce sont des... Alors, lui, il vend tout. Vous pouvez acheter, par exemple, un photo finish dans une valise. Vous pouvez acheter des chronomètres avec des enregistreurs, des chronomètres avec des imprimantes, des balises GPS, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est intéressant parce que du coup, on rentre dans quelque chose où il y a une accessibilité en fait, du chronométrage avec une précision professionnelle, mais pour le commun des mortels, j'allais dire. On va même aller un peu plus loin ces dernières années avec un chronométrage que vous pouvez faire via une application sur vos smartphones. Alors là, ce sont des choses qui sont vraiment très peu onéreuses, qui marchent bien, qu'on peut utiliser avec des puces, avec des codes barres, couplés donc à une appli. Le seul souci, c'est que quand vous regardez, en fait, et c'est la conclusion, quand vous regardez sur les lois françaises, la loi française notamment, je l'ai compulsée donc avant de venir, sur les choses qui peuvent être en fait collectées. C'est un peu comme sur les cookies en fait. Vous avez un certain nombre d'informations personnelles qui sont collectées et on peut se demander si cette accessibilité au chronométrage finalement, est-ce que c'est un bienfait? Est-ce que c'est une atteinte aux libertés? Parce qu'on sait que derrière, il y a un traitement des données et on ne sait pas exactement sur ce genre d'application
où partent les données, comment elles sont traitées, par qui. On sait qu'elles sont vendues parfois en listing à d'autres prestataires, etc. Donc, on a une accessibilité, on a une précision, hein, là, sur des choses qui sont tout à fait accessibles, on est bien plus précis que les choses mécaniques professionnelles qu'on a eues même jusque dans les années 80. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il y a le timing a ses limites, effectivement, puisque dans un monde où tout est mondialisé, tout est multiplexé, l'éthique de la chronométrie contemporaine, on peut légitimement se poser la question. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. En écoutant ta présentation, j'ai tout de suite pensé, c'est ça que la chronométrie, c'était un élément essentiel à la souveraineté d'un pays. Notamment, j'avais en tête les centrales inertielles, notamment dans les sous-marins. Donc, oui, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup. Juste une toute petite question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Non. Juste une toute petite question. Est-ce que c'est en circuit fermé, ce genre d'équipement en termes de circulation des données? Le problème, c'est que c'est ça parce qu'on peut retrouver ce genre d'appli, ça se trouve assez facilement sur Internet. Hein. Okay. On va sur l'App Store, ou voilà, ça se trouve très facilement. Ça coûte entre 10 et 30 euros. Hein. Le problème, c'est que derrière, en fait, effectivement, on ne sait pas ce que ça devient. Alors moi j'ai lu un petit peu, parce qu'il y a une société qui s'appelle Altichrono par exemple, qui fait ce genre de prestations, et ils le disent à la fin sur leur site internet, sachez par ailleurs qu'on peut collecter un certain nombre de choses. La liste n'est pas vraiment exhaustive, et voilà, c'est un petit peu la difficulté. Malgré tout, je sais par exemple qu'à l'UFR STAPS, les étudiants utilisent ce genre de choses, et ça marche très très bien. C'est très précis, c'est très fiable pour un coût vraiment modéré, quoi. Donc ça c'est très bien. Merci, oui. On a eu d'ailleurs des problèmes avec le Quantify Self, se mesurer, on appelle ça le Quantify Self, nous, quand on est informaticien, et la prolifération du Quantify Self et la publication de ces informations sur Internet est un vrai problème. Mais je pense que la question de Thibaut revenait sur le circuit fermé, c'est sur le chronométrage olympique, il y a question de communication. Comment on peut les attaquer? En fait, on ne veut pas le faire, bien évidemment. Ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut le faire. Parce qu'il y a toujours débat. Même si je vous ai montré un certain nombre de dispositifs techniques qui permettent d'avoir des preuves un petit peu irréfutables, progressivement avec les innovations, pour que ce genre de problème ne subsiste plus. Malgré tout, il y a toujours le risque. Alors, avant, il y avait le problème humain. Effectivement, il y a toujours un risque sur un chronomètre manuel d'appuyer au même moment que l'athlète est parti. Ça peut jouer en sa défaveur, etc. Il peut y avoir le matériel qui peut tomber en panne, effectivement. Là, je pense quand même que c'est ténu. Parce que, vu le nombre de dispositifs qui sont mis en place, malgré tout, je pense que ça peut arriver. Le souci, c'est que c'est un peu le problème général des JO. On est presque dans un cercle helvético-suisse. C'est un monde du silence. Donc, c'est un monde du secret. C'est un monde du secret. C'est-à-dire que... Et en plus, j'allais dire, l'horlogerie, c'est la deuxième couche à l'intérieur. Hein. Il y a les banques, mais il y a l'horlogerie en Suisse. Hein. Donc, c'est un monde très fermé, en fait. Dans un pays relativement... qui aime bien protéger, en fait, ses secrets, l'horlogerie est en plus... un monde, je suis bien placé pour vous en parler, parce que je travaille et je suis passionné d'horlogerie depuis longtemps, et c'est dur à percer quand même. Hein. Oui. Et là, c'est quand même un gros prestataire. Mais je pense qu'on doit pouvoir les attaquer ou contester. Oui, justement, ça allait être ma remarque. C'est quand même c'est de la sécurité par l'obscurité. Adjacente. C'est pas vraiment de la sécurité, mais c'en est quand même par les dispositifs qui sont engagés, par la précision, par tous les systèmes qui ont été créés pour que tout se passe bien, mais peut-être que c'est pas infaillible complètement non plus. Oui, je me permets de reprendre le micro. Une question ? Dans un instant. Je me permettais juste de reprendre le micro parce que l'exposé qui vient d'être fait écho à la première conversation que Thibaut et moi, on a eue au début
quand on a parlé de ça, c'est comment on fait pour afficher n'importe quoi sur les écrans d'affichage du Stade Bonal. C'était vraiment, on se dit, est-ce que c'est possible? Comment on le fait? On s'est interrogé et on s'est dit, voilà, il y a un enjeu parce qu'on va avoir les Jeux Olympiques. Et si quelqu'un réussit à la place du résultat d'une course à faire afficher n'importe quoi, on en parlera pendant des années. C'est certain. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est en charge que ça n'arrive pas. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui sont en charge de ça. Mais, et là, sur le chronométrage, pour le sport, c'est l'enjeu. Si j'arrive même à ne pas afficher quelque chose, mais à rajouter quelques millièmes de seconde sur le chrono de l'équipe adverse, je gagne, tout bonnement. Si j'arrive à le faire délicatement et sans que ça se voit, je gagne beaucoup. Donc, je suis certain qu'il y a un enjeu autour de ça. Je suis certain qu'il y a des États qui s'intéressent au chronométrage, autres que la Suisse. Je caricature un petit peu. Oui, bien évidemment. Mais voilà, il y a une vraie question. Et je vais recéder le micro parce qu'on avait une question là-haut. Mais en attendant que le micro arrive au-dessus, effectivement, avec le genre de dispositif informatique GPS, Internet qu'on a aujourd'hui, le risque est plus grand, ce qu'on n'avait pas avec les chronomètres mécaniques, effectivement. Bonjour. Bonjour. Moi, une question que je me pose, c'est notamment, et qui, je pense, mêle un peu les deux problématiques, et à la fois des chronométrages officiels et à la fois des applications pour les données, c'est le marathon pour tous de Paris 2024, où il y aura à la fois ces chronomètres officiels et à la fois toutes les applis de running de pratiquants et toutes les collectes de données que ça implique. Et notamment en amont de ça, en préparation de ce marathon, tous les concours qui sont faits pour gagner des dossards et par exemple des pubs de Paris 2024 qui disent connectez-vous, on aura accès à toutes vos courses, etc. Oui, on est en plein dedans. Ça me fait penser à une anecdote rigolote. Rappelez-vous, dans les bronzés fonds du ski, en fait, Christian Clavier, il fait le chronométrage lui-même et après, il le refait et il n'a pas le même résultat. Bon. Et en fait, on est dedans. Alors, le risque de ce genre de petits dispositifs, par exemple, même avec les puces ou les codes barres, mais surtout avec les smartphones, c'est de prendre ça pour argent comptant, en fait. Parce que là, vous n'avez pas vraiment d'organisme officiel de certification derrière ces choses-là. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui vendent des applications sur smartphone. Après, la légitimité de votre chronométrage, je ne sais pas si elle est contestable par rapport à un officiel comme Omega ou Tag. Ça, je ne sais pas. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je te remercie beaucoup pour ta présentation.